Merci beaucoup. Vous avez également 20 minutes. Oui, vous pouvez actionner le siège éjectible. Alors, merci d'abord à vous tous et surtout à Alain Suppiot, qui pour plusieurs de nous est un géant de l'étude du travail et de nous convoquer à ce foisonnement d'activités où les dialogues hétéroclites sont essentiels et Alain Suppiot, avant tout, est susceptible d'organiser de tels dialogues nord-sud interdisciplinaires. Vraiment, il s'agit d'un travail essentiel. Alors, je ne suis pas juriste, je ne suis pas politicologue, alors j'ai bien compris par l'invitation que je suis civiciste, parce qu'on me demandait de parler de l'action civique. Et mon propos est quand même assez simple. Il fallait comprendre le lien entre l'action civique et la responsabilité. Et pour y penser, c'est un couplage essentiel. Pour le mettre en termes d'équation, on augmente l'action civique et on augmente la responsabilité. Perte d'efficacité d'action civique, perte de responsabilité. Les deux sont intimement reliés et par ailleurs, je crois qu'il y a un antécédent et une conséquence. Ce n'est pas parce qu'on a plus de responsabilités qu'on a plus d'action civique. On n'a que plus de responsabilités que dans la mesure où il y a de l'action civique. Alors, l'action civique, c'est bien sûr l'action des citoyens de différentes manières pour lancer et renforcer. Et ça, mon propos aujourd'hui, c'est de dire cette relation est l'histoire de la régulation sociale. Et nous ne sommes pas au début de cette histoire qui est comment dirais-je, est composée de sources multiples, la régulation sociale, et il faut comprendre ce lien et ces sources multiples. Mais il est aussi clair que nous sommes dans une période de recalibrage de l'action civique qui est essentielle afin de renforcer ce lien à la responsabilité sociale. Alors, avec le temps qui m'est imparti, je vous partageais quelques thèses à ce propos. Le président ne devrait pas s'inquiéter parce que je n'y tiens pas à toutes les thèses. Alors, je peux m'en débarrasser dans certains cas pour plus tard. Alors, première thèse, une crise de légitimité de l'entreprise transnationale ouvre, du moins en principe, de l'espace pour l'action civique. Donc, crise de légitimité de l'entreprise transnationale ouvre de l'espace pour l'action civique. Nous sommes à l'ère, et je préfère le terme en anglais, entitlement. Certains diraient l'arrogance. Mais entitlement, c'est ce qui nous est dû. Alors, dans ce sens-là, quelques exemples peuvent suffire. Un exemple que j'aime beaucoup, quoique c'est triste à pleurer, mais j'ai la difficulté à ne pas en rire aussi, c'est l'histoire de Chevron Texaco en Équateur. C'est un cas de déversement des déchets toxiques dans la forêt tropicale de l'Amazonie par l'entreprise Texaco, par la suite achetée par Chevron. Un spécialiste de la Cour locale en Équateur recommande des réparations entre 8 et 16 milliards de dollars américains. Entre-temps, il y a un lobby intense à Washington pour soustraire l'Équateur du traitement commercial préférentiel si ce pays n'annule pas cette décision de son tribunal. J'avoue ici ma difficulté de ne pas en rire et je vais vous donner la citation d'abord en anglais avant de la traduire. Le lobbyiste dit le suivant: « We can't let little countries screw around with big companies like this, companies that have made big investments all around the world. » Traduction, on ne peut pas permettre aux petits pays de faire jouer de grandes entreprises comme celle-ci qui ont fait des investissements importants à travers le monde. Pour évoquer l'absence de responsabilité, il est difficile d'en trouver mieux. Et c'est clair que ce lobbyiste ne relève pas de la fonction communication publique de l'entreprise. Deuxième exemple, c'est Foxconn. Et ceci vise toute personne en présence, je sais que vous êtes peu nombreux, qui a un Mac, iPad, iPhone, iWatch ou, à venir sous peu, iLife. Les pressions sur les chaînes de production mondialisées chez Foxconn
et notamment chez le sous-traitant taïwanais Hon Hai d'Apple en Chine, sont telles que l'on constate des dizaines de suicides en raison de le surmenage du travail. Exemple 3, des cas multiples de la fiscalité qui ont été évoqués hier par Alain Supiot. Mais grosso modo, dans la mesure où 60% du commerce international implique des transferts intra-fermes, il est possible à l'infini de jouer avec les fiscalités pour envoyer des activités les plus rentables en Suisse, à Luxembourg, en Bermude, au Costa Rica, ou peu importe. Quatrième et cinquième exemple, avec 100 ans d'intervalle, Triangle Shirtwaist Factory et Rana Plaza. Alors, Triangle Shirtwaist Factory, 1911, 146 décès dans un incendie d'usine. Poursuite criminelle, les deux propriétaires sont acquittés. Poursuite civile, les deux propriétaires sont trouvés responsables pour un montant de 75 $ par décès, mais le montant payé par l'assurance aux propriétaires est de 400 $ par décès. Alors, il y avait quand même une certaine rentabilité. Ces événements ont mené à une commission étatique sous la présidence du sénateur étatique à l'époque, Robert F. Wagner. Et vous le connaissez parce que le Wagner Act, au niveau national, a été justement la création d'un code du travail, du droit collectif aux États-Unis. Mais à l'époque, il était associé à cette commission dans l'État de New York, et cela a mené à une réforme complète des conditions de travail et du droit du travail dans l'État de New York. Et dernière observation à ce propos, cette réforme a été le projet du syndicat des femmes en vêtements et conduisa à l'intégration dans les négociations collectives. Alors, nous voici devant un cycle assez typique des abus, le fait de ne pas prendre la responsabilité au sérieux. Deuxièmement, divers types de recours, criminels, civils, législatifs. Troisièmement, il fallait que ces recours soient portés par des acteurs civiques et politiques. C'est l'action civique, qui conduisent à des modifications multiples. Quatrièmement, de quel type? Des changements législatifs, donc étatiques, c'est sûrement essentiel. Des ouvertures jurisprudentielles des juges devant les tribunaux face à l'opinion publique. Comme disait un de nos amis qui était à la Cour de cassation, la fenêtre s'ouvre parfois et on sent l'air du printemps. Les juges sont créateurs, encore plus dans les juridictions de droit commun où on étale tout, mais en droit civil aussi. Troisièmement, la mise en confiance des acteurs pour mener d'autres actions et les intégrer dans les stratégies élargies. Dans ce cas-là, c'était notamment la négociation collective qui a gagné en importance et l'intégration des questions de bien-être physique des personnes dans le cadre des conventions collectives en développement. Et quatrièmement, des changements de comportement des entreprises qui vont de la minimisation du risque à la pédagogie des meilleures pratiques et la recherche des solutions assujetties à la vive concurrence des marchés et selon les deux narratifs de l'adaptation concurrentielle qui ont toujours cours, c'est-à-dire soit la force impitoyable des bas prix ou les meilleures pratiques comme avantage concurrentiel durable. Et ça, on le retrouve toujours, ces deux narratifs, dans tout ce qui a trait à la responsabilité en cours. Ou bien, il faut la force forte étatique pour empêcher certains comportements parce que c'est la loi du marché, et autre vision, non, au contraire, le social est essentiel à l'économique et on peut assurer l'amélioration des conditions. C'est l'argumentaire d'ailleurs de Marx sur la journée de 8 heures qui amène à l'augmentation de la productivité et qui fait en sorte que ces entreprises sont meilleures que les entreprises où on travaille de plus longues heures. Je pense qu'on l'a oublié, mais dans tous les cas. Alors, le cas de Rana Plaza, évidemment, plus de 1100 décès en avril 2013, un cycle semblable à bien des égards. Mobilisation multiple et atteinte au plan réputationnel des donneurs d'ordre, réponse contrastée des entreprises dans les coalitions, c'était notamment l'Europe versus les États-Unis, les nouveaux acteurs internationaux qui émergent sur la scène et qui cherchent à mettre en œuvre des instruments dont certains leviers sont déjà là.
Ce n'est pas une coïncidence que cette discussion de Industry Hall trouvait sa place dans les discussions préliminaires au sein du comité d'entreprise européenne de Carrefour, à titre d'exemple. C'est les leviers institutionnels où commence le dialogue. Alors, la solution novatrice à bien des égards, quelques innovations importantes de régulation, notamment l'idée d'octroyer des litiges à des tribunaux internationaux d'arbitrage, de soutenir financièrement l'implantation de nouvelles pratiques des sous-traitants avec la promesse de ne pas soustraire des contrats. Cela faisait partie de cet accord nouveau genre qui a été fait suite au cas Rana Plaza, qui a quand même ses difficultés. Et toujours y a-t-il un sentiment de frustration sur les délais. On vient d'inculper les deux propriétaires de l'entreprise en question 2 ans plus tard. Alors, oui, les entreprises transnationales se déchaînent et il faut se demander que faire. D'autant plus que beaucoup de gestionnaires se trouvent coincés dans les cercles vicieux. Face aux pressions financières et concurrentielles, elles ne peuvent se remettre aux meilleurs anges de leur entreprise pour s'adresser aux lacunes significatives qu'ils reconnaissent eux-mêmes sur le plan social. Et il y a beaucoup de gestionnaires qui veulent faire mieux, voire qui tentent de mieux faire, mais il leur manque des outils. Plus encore, les hauts gestionnaires sont très sensibles aux risques réputationnels qui peuvent survenir de multiples sources, fonds d'investissement, communautés, syndicats, ONG, États, ainsi de suite. Et cette crise de légitimité de l'entreprise n'est pas isolée. Et ça, c'est assez important parce qu'on a une crise de légitimité des acteurs collectifs traditionnels, les syndicats. On a une crise de légitimité des partis politiques. Ça se voit partout. En Alberta, au Canada, où je suis, il y a un nouveau parti élu qui va de 4 sièges à 50 quelques sièges et n'a jamais eu un espoir de prendre le pouvoir et le public décide, oups, on éjecte les autres et on élit des nouveaux, comme ça. Alors une volatilité publique absolue qui traduit une perte de légitimité sur le plan institutionnel à bien des égards. La véritable histoire de l'action civique est comme suit. Les entreprises, toujours vulnérables en ce qui a trait à l'octroi des privilèges pour poursuivre leurs actions, et rappelons l'histoire juridique de l'entreprise et l'obtention des privilèges pour se soustraire d'un certain nombre d'obligations. Et c'est l'histoire. Droit privé international, droit public national, ainsi de suite, des allers-retours. À l'époque, dans une autre crise, John Commons a dit « Il faut sauver le capitalisme en le rendant meilleur. I must make capitalism good. » C'est tout un projet, mais c'est prendre la responsabilité au sérieux. John Maynard Keynes a dit « Il faut sauver le capitalisme de lui-même. » 1933, théorie générale. Ou encore le grand juriste Harry Arthurs, et Marie-Ange Moreau est ici, elle consacre un article aux travaux de Arthurs dans un prochain numéro de Droit social. Harry Arthurs a écrit le suivant en 2014. « Un jour viendra où nous en aurons assez de marchés instables, des rapports de force disproportionnés, des injustices généralisées et du déclin des niveaux de vie. Ce jour-là, les chercheurs qui auront fait le saut vers une nouvelle discipline axée sur le pouvoir économique et la résistance devraient devenir très influents, mais aussi véritablement utiles. » À bien des égards, je pense que c'est le projet auquel Alain Supiot nous convoque de travailler sur ça, un peu dans l'âme. Il y a de la lumière, mais un peu dans l'âme, dans l'idée qu'à un moment donné, ces idées sur lesquelles on travaille seront très utiles et on ne sait pas à quel moment. C'est un appel aux armes. Alors, ça, c'est la première thèse de 7, mais il reste 7 minutes. 5, vous dites, moi je compte. 6. Alors, thèse 2, l'histoire est simple. Comment la multiplicité et la complexité des sources de régulation sociale mettent en relief l'importance de l'action civique. La régulation sociale de l'entreprise n'a jamais été seulement de l'État national. C'était de l'État national, c'était du droit privé, c'était du droit privé international, c'était du droit public international, c'était de l'action civique.
la régulation de l'entreprise et la responsabilité qui en découle, c'est la bouillabaisse qui sort de ce mélange de multiples sources. C'est un champ de bataille. Mais attention, on a évoqué Polanyi hier, et parfois on a tendance à voir une équivalence fonctionnelle, marchandisation, pendule, démarchandisation, marchandisation, démarchandisation. C'est une mauvaise lecture. Il faut des acteurs, il faut de l'action civique. Comme disait si bien Michael Burroway, le sociologue américain, c'est du Polanyi, oui, mais ce n'est pas de Pollyanna. Il s'agit de voir comment s'imbriquer dans ce processus. Troisième hypothèse, et sans doute très importante, c'est la portée, la fragilité et l'incertitude de nouveaux systèmes de production ouvrent de l'espace pour l'action civique de divers types. D'abord, il y a toujours une tension dans l'entreprise multinationale entre la mobilité absolue et l'imbrication. Parce que, comme dit David Harvey, le géographe, on ne peut pas faire de l'argent nulle part. Évidemment, la financiarisation nous dit, oui, il est possible de le faire, mais à un moment donné, je connais un fonds d'investissement qui a acheté des mines au Canada simplement parce qu'ils avaient le sentiment qu'il fallait s'investir dans le matériel pour avoir une meilleure idée sur ce qui va se passer dans les matériels. C'est difficile de faire la spéculation sans un regard, sans une information privilégiée. Plus encore, les gestionnaires sont le plus souvent attachés au territoire. Alors, et ça fait partie. Ensuite, deuxième constat sur la fragilité, c'est l'incertitude quant à la bonne stratégie. Qui aurait pu dire que BlackBerry était sur le point de disparaître quand ça dominait le marché des appareils téléphoniques? On pourrait dire la même chose pour Nokia. On pourrait évoquer de maints exemples. On n'est jamais sûr de la bonne stratégie. Et puis, troisième élément, c'est la vulnérabilité de la marque. Prenons l'exemple d'Apple encore. On dit 80 000 employés, mais il y a presque 1 million qui travaillent pour Hon Hai. Et les conditions de travail chez Hon Hai en Chine ont un impact sur la validité de la marque d'Apple jusqu'au point où ils ont commencé à faire des démarches qui impliquaient les moniteurs, etc. On peut poser des questions sur l'efficacité de cette démarche, mais ça démontre la vulnérabilité de la marque. Je vous rappelle le travail précurseur de Naomi Klein, No Logo, pas de marque dans ce sens-là. C'est l'idée de la vulnérabilité. Donc, pour reprendre l'expression du champ de bataille, il faut connaître l'entreprise transnationale et ses vulnérabilités, et il faut placer ces vulnérabilités face aux nouveaux acteurs et aux incertitudes de l'entreprise elle-même dans les lanceurs d'alerte, comme vous avez si bien décrit. Quatrième thèse, ce contexte donne lieu à l'émergence de nouveaux acteurs civiques. Alors, il faut, dans certains cas, renouveler les anciens acteurs et puis en voir l'émergence de nouveaux acteurs. Et je n'ai pas le temps de tout étaler ces nouveaux acteurs, mais on peut parler d'investissement responsable, de l'action directe, comme on regarde aux États-Unis, Walmart Watch, etc., à la faveur de l'amélioration des conditions de travail, les mouvements des ONG contre les ateliers de misère, ainsi de suite. Ces coalitions sont porteuses de l'action civique. Face aux pertes d'efficacité de l'action collective à propos du travail, l'affaiblissement des moyens, mais il y a une vigueur surprenante de l'action collective qui, et ça c'est un centre d'intérêt dans mon cas, qui nous permet de voir comment les enjeux et les répertoires s'élargissent, l'importance de nouvelles aptitudes stratégiques pour les acteurs, ainsi de suite. Cinquième hypothèse, l'expérimentation institutionnelle qui vise la régulation hybridisée passe par l'action civique. C'est l'idée qu'il y a du pouvoir dur associé au pouvoir de contrainte de l'État, et il y a du soft law, du pouvoir mou, et la manière de passer au-delà de nos problèmes, de cerner les contours de l'entreprise multinationale, suggère une action constante entre pouvoir dur et pouvoir mou, et le lien entre ces pouvoirs, c'est l'action civique. Sixième hypothèse, et j'arriverai,
nous avons quand même des résultats variables mais réels lorsqu'on arrive à faire la superposition des sources et des acteurs de régulation. Et je vais simplement ici citer une étude dans le plus récent numéro d'American Sociological Review qui porte sur 300 grandes entreprises du Fortune 500. Et ces entreprises subissaient des attaques multiples de la part des acteurs civiques. Ils ont adopté des postures défensives des outils stratégiques qui visent à mieux gérer ces attaques et de gérer le normatif. Ces outils habilitent par ailleurs le rôle des tierces parties et augmentent ainsi la responsabilité sociale de l'entreprise. Et à leur tour, ce positionnement de l'entreprise et l'introduction des tierces parties augmentent la réceptivité aux défis des militants. Il faut se méfier de Pollyanna, mais en même temps, il faut voir qu'il y a des mécanismes réels en cours dans de multiples exemples où on cherche à gérer cette réponse, mais la réponse n'est pas assurée dans l'absence de l'action civique. La dernière hypothèse, 15 secondes. La démocratie et les projets émancipatoires sont les sources de pouvoir essentielles dans le développement de l'action civique et dans son effectivité à l'égard de la responsabilité. Ces deux armes, la démocratie, parce que la démocratie et la délibération sont au cours du processus, c'est ce qui n'est pas disponible à l'entreprise, mais qui est disponible aux citoyens. Et deuxièmement, les projets normatifs et émancipatoires qui sont associés à ces projets donnent une force de présence et narratif, une possibilité de cadrage. Pour résumer, l'action civique est l'élément déclencheur de la responsabilité. Nous ignorons encore quelle sera l'architecture précise de la régulation sociale en émergence, mais il est clair que cette émergence dépend de l'engagement civique des acteurs, des formes d'expérimentation institutionnelle et du débat public qui doivent à leur tour se déchaîner autour de la décennie à venir. Merci.